Eh bien bonjour et bienvenue pour cette toute première vidéo sur ma chaîne. Je vais en direction du salon Rétromobile en compagnie de mon père. Chocolat. Moi j'allais au salon du chocolat. Donc nous allons au salon Rétromobile 2026 le jeudi 29 janvier. Nous allons voir tout type de véhicules. On va essayer de vous montrer tout ça. Ça va être une chouette Et on vidéo. a des listes chacun de véhicules à trouver. Je ferai la liste plus tard. En secret. Oui, voilà. Donc en fait, on a préparé une liste de véhicules qu'on espère voir là-bas. On ne sait pas s'ils y sont, c'est surtout ça. Et on n'a rien préparé à l'avance, etc. Moi, je sais encore un peu quel type de véhicule on va voir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va voir. Mon père ne sait rien du tout, donc ça va être sympa. Alors, juste avant de vous laisser commencer la vidéo, je voulais juste avoir un peu votre avis. Parce que, comme je viens de le dire, c'est ma toute première vidéo. Ça m'aiderait vachement d'avoir un peu votre avis, ce que vous en pensez, et peut-être pouvoir m'aider aussi un peu à m'améliorer sur mes prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire un bon visionnage, et puis je vais en direction du pavillon 7.1, Autorail Bugatti. Alors, pas là. Ah, il est grand ce rétromobile. Ah oui, 7.1, Autorail Bugatti. Allez, c'est parti. Ça y est, on est arrivé au rétromobile. Alors on vous a épargné le trajet et on arrive juste devant l'Autorail Bugatti pour commencer. L'Autorail Bugatti, il est composé de 4 moteurs de Bugatti Royal. Impressionnant de voir ça aujourd'hui ici, sachant que ça vient de Mulhouse, en Alsace, et qui a fait tout le trajet derrière un camion pour venir jusqu'ici. Alors l'automotrice ou l'Autorail Bugatti date de 1934. Il est composé de 8 cylindres, 800 chevaux, pour environ une vitesse moyenne de 130 km/h. Mais sa vitesse de pointe est de 196 km/h, même si Ettore Bugatti voulait qu'il passe les 200 km/h. Il pèse 40 tonnes et aujourd'hui est exposé à la Cité du Train dans la ville de Mulhouse. Alors comme on peut le voir, la cabine du conducteur se situe en plein milieu du train. Alors on peut monter à l'estrade pour voir un peu l'intérieur. Des gens dedans actuellement, d'ailleurs de la Cité du Train de Mulhouse. Assez confortable, ça a l'air en tout cas. Alors le poste de pilotage se retrouve de l'autre côté en fait de ce cube qu'on voit là. Et en fait les passagers peuvent passer que sur le côté droit, du côté où on est, du côté droit. On est juste à côté de l'autorail au niveau des enchères, véhicules aux enchères. Alors, je connais pas tout, mais on peut voir, il y a une BMW M1 juste là, avec les couleurs Motorsport. Des Porsche Turbo 911, quelques voitures de course là-bas. On peut pas trop voir, on peut pas trop rentrer, c'est l'accès un peu restreint. Il y a des véhicules assez rigolos avec des formes bizarres aussi. Alors comme on disait tout à l'heure, on a fait une liste de véhicules qu'on aimerait bien voir, on ne sait pas si elles y sont. Alors pour mon père, il y a une 959 Dakar, une BMW Hardcar de Andy Warhol, Porsche Gulf, donc n'importe quel Porsche avec les couleurs Gulf, Ford GT40, une Opel GT, une Citroën SM Maserati, on a déjà vu une dans les clubs Citroën de France, une 914, une Talbot Ligier Gitane, un flocage Camel Trophy, c'est ça, Citroën U25, une De Tomaso Pantera et une Simca 1100. De mon côté, ça va être une 959, une BMW V8 hybride Hardcar, donc celle d'il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, au Mans, qui a fait le Mans. Une Audi Quattro, une GT40 aussi, des voitures qui démarrent. Souvent, ils s'amusent à démarrer des voitures dans certains stands. Une 914, une Mazda 787B, bon celle-là on sait un peu quelles y sont, voilà. La Ferrari F40, une Mercedes 300 SL, une 917, une 963 et une Ferrari 250 GTO. Ah non, et pour finir, une McLaren Senna. Ça fait quand même beaucoup de Porsche, on va pas se mentir, mais on va essayer de voir si on trouve tout ça. Là on va passer à l'étage du dessus, au pavillon 7.2. Parce qu'en fait, le pavillon d'en bas, à part l'exposition Bugatti et les ventes aux enchères, c'est que des exposants qui vendent des produits, etc. Et c'est moins intéressant. Il y a quelques véhicules par-ci par-là, mais bon, on préfère un peu les marques, etc. qui exposent. On arrive juste à côté du stand Mazda. En fait, on a pris un passage pas trop utilisé et regardez devant quoi on arrive.
Mazda 787B, vainqueur des 24 heures du Mans en 1991. Assez impressionnant de la voir ici. Alors c'est une maquette, hein, c'est pas l'original avec le moteur, etc. dedans. C'est assez dingue. La Mazda 787B fait partie de l'histoire des 24 heures du Mans. Parce que déjà, elle a gagné en 1991 et aussi parce qu'elle a été interdite après sa saison en endurance. Alors vous allez me dire pourquoi. Parce qu'elle courait contre des voitures qui n'avaient pas le même moteur qu'elle. Elle avait un moteur rotatif Venkel qui lui ajoutait, on va dire, quelques performances, mais pas trop. Mais elle n'a pas été interdite à cause de ses performances et parce qu'elle dominait. Loin de là, elle a été interdite parce que la FIA voulait qu'il y ait un peu une égalité de moteur entre les concurrents. Alors aujourd'hui, on la reconnaît comme un icône, hein, bien sûr, avec son bruit aigu très impressionnant. Et on la voit rouler qu'à certains moments dans des parades, par exemple au Mans Classique. Mais c'est encore très rare. Comme je disais tout à l'heure, on est de retour en fait dans des vendeurs, brocanteurs, etc. Donc plein de panneaux, de marques, de trucs, de bières, de trucs de bidons d'huile, des trucs Michelin, plein de choses, des jukebox, c'est assez impressionnant. Puis il y a des vendeurs de miniatures aussi, un peu plus loin, et d'habits aussi. Alors mon père qui essaye de trouver des solutions pour trouver les véhicules de notre liste. Et lui, sa solution, c'est de trouver ça dans les véhicules miniatures. Un peu de la triche hein, quand même. Ça roule. Tu m'étonnes, il va pouvoir trouver facilement vu tout le bordel qu'il y a là-dedans. En vrac ou pas. Pour le moment, mon père a plus de points que moi. La SM présidentielle de chez Citroën, une DS, assez jolie. Elle est énorme par contre. Et il y avait De Gaulle dedans. Eh bien non papa, il n'y avait pas Charles de Gaulle dans cette Citroën SM présidentielle, il y avait Georges Pompidou, François Mitterrand, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Après quelques autres invités comme la reine Elisabeth II et Jean-Paul II. Alors là on a la DS présidentielle actuelle, toujours avec le toit ouvrant au-dessus pour faire coucou au peuple français. Et puis joli bleu, blanc, rouge. Sur la calandre avant. Assez luxueuse et magnifique de la marque DS. On voit un petit peu, mais assez grand et très joli. À côté de la DS présidentielle actuelle, on a la DS commandée par le président Charles de Gaulle. Alors elle a une caractéristique assez spécifique, c'est qu'elle mesure 6,50 m de long, ce qui est assez énorme. Et pourtant, on ne l'a même pas vue dedans. Alors on l'a plus vue dans la DS noire qui est juste derrière. La voilà, celle de Gaulle, la plus utilisée. Hein. Celle de gauche, elle était demandée par De Gaulle, mais elle n'a pas été utilisée. Celle-ci a été lancée, hein. Ça veut dire C'est celle qui a été le plus utilisée en tout cas. Elle est énorme aussi, hein. Voilà, plus une taille de DS normale. Avec le drapeau français, bien sûr, avec la croix de Lorraine dessus. C'est chouette de voir ce genre de véhicule aujourd'hui. Juste à côté du stand de DS, on arrive à côté des BMW Art Car. Là, je sais que je vais marquer des points dans ma liste parce qu'elles y est. Elles sont magnifiques. Alors, je vous les montre juste après. Et il y a celle d'Andy Warhol sur une BMW M1, celle qu'on a vue tout à l'heure aux enchères. J'en ai 2. Voilà, donc papa a 2 points, moi j'en ai qu'un. Alors papa l'a pas encore vu, mais je sais que j'ai un point déjà. Moi je l'ai vu. Donc, voilà la première. Je veux dire peinte, designée par Frank Stella, hein, le covering Frank Stella. Donc c'est sur une BMW 3.0 CSL. Donc 3 litres CSL de 1976. L'année suivante, celle-ci par Roy Lichtenstein. Un peu plus différente je trouve hein, quand même. Je suis moins fan par rapport à celle-là. Je préfère celle d'avant. Moi je suis très déçu de celle d'Andy Warhol, il a peint comme un cochon. Alors, celle d'Andy Warhol, la BMW M1. Hop, attention. On va essayer de se caser. La voilà. Ah, je la trouve belle moi quand même, c'est assez rigolo. C'est spécial mais rigolo. On voit hein, littéralement sur la BMW M1 de Warhol, il y a clairement des traces de pinceau. Donc il a peint vraiment sur la voiture. On peut voir sur l'image juste là. C'est
dingue de se dire, maintenant on parle d'aéro, etc. Alors qu'avant, elle était quand même assez aéro, hein, elle est assez plate, hein, mais il peignait directement, si on voit les lignes avec la lumière, là, c'est dingue. Il peignait directement sur la voiture. Et celle juste derrière, la 3 litres CSL encore, hein, la toute première BMW Art Car de Alexander Calder. Il y a une histoire assez dingue sur la première en fait, hein, c'est grâce à monsieur Hervé Poulain, commissaire-priseur, ancien pilote, qui a voulu, en faisant des courses, demander à des artistes. Et c'est Jean Todt qui a amené monsieur Poulain à BMW. Elle est sublime par contre, celle-là de Alexander Calder. Des jolies lignes, des belles couleurs. Ça fait presque un peu mouvement de style, un peu comme Piet Mondrian. Elle est super belle. Il faut se dire qu'Alexander Calder ne faisait pas du tout ça. Il faisait des mobiles, des choses qui bougent au vent, etc. à l'extérieur. Très joli. Donc déjà, il faut se rappeler que les art cars, il y en a une vingtaine qui existent dans le monde. Et il y en a 7 au Rétromobile cette année. C'est de Johnny Holzer, 1999. Donc là, on est plus sur un prototype plus récent, hein, mais magnifique petite calandre, etc. What I Want, très simple. C'est hallucinant. Ça a l'air d'aller vite, hein, quand même. Mais la petite calandre, là, c'est vraiment le petit look rigolo. Et juste à côté, Jeff Koons, on part sur une voiture un peu plus récente. Elle est 2010. Pareil, hein, une des 20 qui existe dans le monde. Et mon premier point, celle juste à côté, la BMW V8 hybride. La hard car, bien sûr. En 2024, elle a fait 24 mois. Donc il y a 2 ans, ça y est déjà 2 ans. Magnifique. Alors, petite information que j'ai appris après être allé au Rétromobile, les 7 BMW Art Car qu'on a vus justement au Rétromobile sont les seuls et les uniques qui ont roulé aux 24 heures du Mans. Il n'y en a eu que 7, alors qu'au total, il y en a 20. Alors la dernière en date est justement celle-ci, la BMW V8 hybride. Et j'espère que ça ne va jamais s'arrêter parce que moi j'adore cette collection. Bon, pour le moment, je me fais battre par mon père. 2 points à 1. Bon, j'espère que je vais un peu avancer et gagner plus de points parce que c'est pas gagné. On arrive sur le stand Peugeot, assez énorme. J'ai l'impression que c'est que sur la GTI. Oui. J'ai la chance de rouler. Avec la nouvelle 208 aussi, GTI, juste là. Particulier. Moi, je suis pas très fan de cette GTI, mais bon. Ah, c'était leur rêve à l'époque. C'est particulier, mais bon, ouais. Elle existait en 1,6 litre et en 1,9 litre. On a le droit aux petites infos de papa. Mais non, mais tu les différencies par les jantes de loin. Ah, on va regarder ça tout de suite. Donc là, c'est l'1,6 litre et là, l'1,9 litre. Différence de jantes. C'est bon de savoir ça, c'est bien. La Turbo 16, elle était sur le Dakar et tu avais une version en dessous qui était la rallye. Il n'y en a pas là. La Turbo 16, on la verra peut-être à l'expo des rallyes. S'il y a une exposition, alors l'exposition qu'il y avait cette année, alors les expositions qu'il y a cette année, c'est les BMW Art Car, l'Autorail de Bugatti. Il y a une exposition sur les rallyes, les voitures de rallye, les légendes du rallye, et puis il y a sur Steve McQueen. Alors on n'a pas encore vu où est-ce que c'était, mais on va peut-être s'y rapprocher petit à petit. Alors juste à côté de nous, il y a Citroën, on ira voir après. On arrive donc au stand Citroën. Donc juste à côté de Peugeot, on allait voir la boutique pour voir s'il y a... Voilà, c'est pas très intéressant. On commence avec une traction avant. Une traction, hein, avant c'est forcément avant une traction, donc voilà. Pas la logique des véhicules traction qu'on voit en route, souvent les toutes noires, là, des mariages, souvent utilisées pour les mariages. Celle-là, elle est un peu décapotable. Un peu. Un peu, oui, Hein. complètement. C'est une 15 chevaux. Alors le stand Citroën est assez particulier, il n'y avait que des prototypes. Alors on va commencer avec cette Citroën assez particulière, la Citroën Carin de 1980, conçue par le styliste franco-italien Trevor Fiore. Alors franchement je ne connais pas du tout la Citroën Xanae. C'est dingue de voir ça. On reconnaît un peu. Non mais les phares et tout, c'est drôle. Ça a des formes vraiment particulières. C'est vraiment particulier.
Et juste à côté, ça, alors encore une fois, hein, Citroën C10. C'est c'est vraiment, vraiment bizarre. Regardez-moi ça. C'est... Je m'étonne qu'on voit pas ça en route. Je pense qu'il y avait dû avoir une idée de faire un pare-brise où on ne voit que de l'intérieur. De 1956, donc c'est assez vieux, hein. Et là, on arrive devant le nouveau prototype de chez Citroën. Il l'a annoncé il n'y a pas très longtemps que ça, hein, en 2025, fin d'année 2025. Il est énorme, mais il est amusant, ouais, on a envie d'y aller, on a envie de monter dedans. Ce look, c'est drôle. On retrouve la position de conduite centrale du premier proto qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des supercars avec des sièges centrales comme ça, des GMA, je crois que ça s'appelle, j'ai plus le nom exact. Là, c'est le Hello, Citroën Hello. C'est drôle, c'est vraiment une petite bouille, comme on dirait un peu la Renault Twingo, un peu la nouvelle Renault Twingo. C'est marrant de faire des tas de trucs qui sont en excroissance. Puis, il y a comme du polystyrène, alors je sais que c'est pas du polystyrène, C'est ça, pare-choc polystyrène. mais c'est une matière dure mais qui fonctionne comme le polystyrène en fait. Matériaux, c'est dingue de voir ça. Je pensais pas l'avoir aujourd'hui au Rétromobile, tu vois. Et à côté, Oui, il y a une il y a 2 le chevaux. Cyclope. Il y a la première 2 chevaux, enfin l'une des premières 2 chevaux là-bas. Voilà, toute. Hop, sans coupure, on y va. Elle est là. Le proto de tous les protos. C'est un prototype. Ça, c'est dingue aussi d'avoir ça. Je sais pas si c'est celle-là qui a été cachée sous la paille pendant la Mais il guerre. y a une histoire, oui, pendant la guerre, la 2 chevaux avait été cachée Sous la paille. sous la paille. Pour pas que les Allemands voient la voiture, le prototype de chez Citroën. Alors je pense que c'est celle-là parce qu'elle date de 1939, c'est peut-être possible. Enfin, c'est peut-être pas exactement celle-là, mais Si, je sais pas. Ou alors c'est une réplique. c'est une réplique peut-être, mais Donc le cahier des charges disait qu'une paysanne devait pouvoir aller dans cette véhicule avec sa boîte d'œufs sans que les œufs se renversent en roulant sur les routes pleines de chaos. c'est vrai que les 2 chevaux étaient connus pour leur incroyable suspension en fait. Ça penchait quand tu tournais dans les virages, etc. Ça fait peur en 2 chevaux. Ça fait peur, mais oh là là, c'est dingue. On se dirige maintenant dans le stand Renault. Alors je crois qu'ils priorisent la Clio. Alors, on a tout type, hein, rallye, course, c'est assez drôle. Donc vraiment il n'y a que des Clio. Clio Williams, avec des jantes dorées bien sûr, hein, c'est la signature du vase, la Clio Williams. Elle est chouette, très très chouette. Une des Clio du stand Renault. Intérieur cuir, hein, quand même. C'est classe, ça a l'air bien confortable. C'était Baccarat et maintenant c'est Initial, la même finition. Ah oui, ok, je vois, d'accord. T'en as une à côté là. Initial. Bah, voilà une Clio initiale, alors beaucoup plus récente, hein, rien à voir. Avec justement petite signature initiale. Magnifique. Et là, c'est le drame. Vous allez me demander pourquoi papa est content comme ça. Eh bien, c'est parce qu'il y a une F1 à 6 roues, la Tyrrell P34. Elle est là. Oh, trop cool. Elle est dingue. Ah ouais. Alors oui, vous ne rêvez pas, il y a bien une F1 à 6 roues, la Tyrrell P34, dans les années 1976-1977 par l'équipe Tyrrell Racing. Alors elle est composée, comme on peut le voir, de 4 petites roues à l'avant et 2 roues classiques à l'arrière. Il y a eu dans ces 2 saisons 3 pilotes, Patrick Depailler, Jody Scheckter, Ronnie Peterson. En 1976, elle a eu une victoire au Grand Prix de Suède et elle a fini 3e du championnat. Avec le pilote Jody Scheckter, Patrick Depailler était juste derrière, il a fini 4e.
On est à côté de l'exposition de Steve McQueen avec la fameuse voiture qui a joué dans Bullitt. Une Dodge Charger. C'est énorme les voitures américaines, hein. Presque la voiture présidentielle de Charles de Gaulle. C'est super grand. Incroyable. Alors la Dodge Charger RT juste à côté en noir était la voiture des méchants. Et la voiture juste à côté en plus verte était la Ford Mustang GT Fastback. Et c'était celle de la poursuite légendaire de San Francisco. Alors, au Rétromobile, on retrouvait aussi des artistes, comme par exemple là, ce monsieur peignait la moto du film de Steve McQueen de La Grande Évasion. Mais il y avait aussi d'autres artistes qui peignaient des véhicules qui étaient présents au Rétromobile, ou encore d'autres véhicules mythiques, par exemple. On pouvait trouver vraiment tout type de création. Alors encore une fois, je vais vous montrer aussi une partie que j'adore, c'est les miniatures, hein, bien sûr, un 164e, un 18e, etc. Ce sont des petites voitures que j'adore. On aimerait tous, je pense, en avoir chez nous, nous passionnés qu'on est d'automobile. Et on trouve de tout, hein. Il y avait de la 917 Schwein Edition, donc Schwein Cochon. Il y avait une McLaren F1, enfin une Formule 1 McLaren de Floquet Ayrton Senna de Grand Prix de Monaco. On trouve vraiment de tout et c'est juste génial. Alors, je suis au stand Porsche, on est totalement passé à côté plusieurs fois, on l'a oublié, et il y a des super bolides. Alors, vraiment des véhicules impressionnants. Alors là, on est devant un véhicule que j'apprécie énormément, la Porsche 919 hybride, vainqueur des 24 heures du Mans en 2016, avec comme pilote Romain Dumas. Donc, un pilote qui a un record à Pikes Peak et qui a gagné plusieurs fois les 24 heures du Mans. Alors, comme on peut le voir, elle est encore dans sa saleté d'origine des 24 heures du Mans. Je trouve ça dingue de voir ce véhicule comme ça, sorti des 24 heures du Mans. Alors, je le trouve encore assez propre, hein, par rapport à d'autres véhicules qui ont pris encore plus cher. On voit des vidéos sur les réseaux avec des GTE qui étaient revenus complètement sales. Ça dépend des conditions météo aussi des 24 heures du Mans. Et juste à côté de la 919 hybride, on avait la nouvelle 911 Turbo S hybride avec le logo justement en noir et blanc. Bon, ça y est, on a fini le palier 7.2, donc toujours 3.2 pour papa. 3.1 pardon. Ouais, j'ai toujours un point, je ne vais pas aller très loin, je pense que j'ai perdu. J'espère me rattraper sur le dernier palier. Puis après, il y a aussi les moins de 30 000 à aller voir aussi, juste à côté du Supercar Garage. Alors, on n'a pas pu y aller parce qu'il ouvre demain, nous on est jeudi aujourd'hui. On n'a pas pu aller au Supercar Garage avec des véhicules assez impressionnants. Bon, bah, j'espère qu'on va quand même en voir au palier numéro 3, donc 3e étage. C'est parti. On vient monter les escaliers et on tombe directement sur le musée Mercedes avec... d'ailleurs, la liste, elle y est aussi, celle-là, 300 SL. Toi, là, dans ta liste à toi, pas dans la mienne. Bah j'ai 2 points là. Enfin. Donc on a juste devant nous la 300 SL qui a fait la 1000 Meglia, ou qui va faire... Ouais, donc qui va faire la 1000 Meglia. Donc pour ceux qui ne savent pas, la 1000 Meglia, c'est une course italienne où on a une spéciale et puis faut faire une certaine distance. Alors avant, c'était vraiment une course avec des véhicules assez impressionnants. Maintenant, c'est plus des vieux véhicules de ville. Ils sortent quand même pas mal de véhicules de course. Il y a une Ferrari il n'y a pas longtemps, je crois. C'est un peu un tour auto, mais version italienne. Alors, du coup, l'étage numéro 3, c'est beaucoup de collectionneurs. Et donc là, juste derrière, on a une GT3 RS et devant une Lamborghini Countach. Il y a une histoire très intéressante avec les Lamborghini Countach, c'est qu'après l'homologation, certaines personnes dans les parkings de Lamborghini venaient visser les ailerons car ils n'étaient pas autorisés, ils n'étaient pas homologués. Papa vient de me dire que c'est un modèle super rare, une DS. Non, ça ressemble, mais c'est pas une DS, c'est quoi? Porsche Mercedes. Une DS, 3 portes. Original, c'est Citroën en tout cas, DS, il ne sait pas, mais Grand Palais, Citroën DS Grand Palais. On voyage dans les collections avec des Porsche Carrera et avec Targa. Bon, celle-là, GT40. C'est une réplica, mais on l'a quand même mise. Alors, est-ce qu'on la note? Bon, il n'y en a pas beaucoup qui existent encore dans le monde, mais
Elle est vraiment chouette. Malgré que ce soit une réplica, elle ressemble vachement au GT40 qui ont existé à partir de 65 jusqu'à, je vais dire, allez, 68 facile. Magnifique. Après les artistes, il y a un véhicule, alors à 110 000 cc, il y a marqué. Voilà, jamais vu, c'est particulier. Je connais pas, on dirait un bateau en fait. Ça me fait presque penser à la Cadillac Tank qu'il y avait au Mans. Alors je sais plus l'année exacte, mais là on a une magnifique 300 SL avec les vraiment porte-papillons, elle est bien ouverte. Intérieur cuir rouge, vraiment la base des bases de la 300 SL. Elle est magnifique, volant blanc aussi. Première d'une série de 29 qui ont été produites. Magnifique, j'aime beaucoup cette voiture. Juste à côté de la, enfin derrière la 300 SL, une Pagani Utopia, si je dis pas de bêtises, avec une plaque au niveau des casques. Avec un verre fou, on dirait presque une Alfa Romeo. Super chouette. Et après on passe au niveau des... j'appelle ça des brocanteurs moi, je sais pas si on pourrait appeler ça comme ça. Mais de luxe, oui, parce qu'ils vendent des trucs qui sont hors de prix, mais super chouette aussi. Des miniatures de vieilles Formule 1, des vieilles voitures de course, là, voilà, Mille Miglia. Et là, on retrouve encore, oh là là, cette affiche Bugatti aussi. 12 heures internationales voiture de sport Reims, 3 et 4 juillet, de La Haye. Vieux logo BMW, magnifique, j'adore. Bon, on continue à se balader et là, on tombe sur une 911 GT3 Rennes Sport. Alors, si je dis pas de bêtises, il n'y en a pas beaucoup qui ont été produites. C'est assez rare de voir ça. Et juste à côté, on va y aller tout de suite, on a une Koenigsegg Agera RS, si je dis pas de bêtises. C'est assez joli ça aussi. Bon, c'est des hypercars, supercars. Un peu récent pour le rétromobile, mais c'est toujours sympa de voir ça. Alors, je suis à côté du stand JMB Classique. Alors, j'aime beaucoup ce stand parce qu'il y a plein de véhicules qui ont fait Le Mans, ou des anciens véhicules qui ont fait Le Mans, donc c'est souvent des véhicules qui viennent au Mans Classique. Et là, on a devant nous la Peugeot 908 V12. Alors, la Peugeot 908 V12 des 24 heures du Mans est hors air hybride, la voiture diesel la plus rapide des 24 heures du Mans, et même l'une des plus rapides des 24 heures du Mans. Eh bien, j'ai gagné un nouveau point, parce que j'avais dit que j'aimerais bien voir une F40. C'est ce qui va se passer. Là, voilà, dans un stand avec beaucoup de Ferrari, il n'y a presque que de ça, ou même que de ça. Donc, je resserre, il y a 3-3. On passe à côté du stand Joe Macari. Alors, de ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est le stand où il y a les stars. Il y avait Jamiroquai qui allait, Richard Hammond de Top Gear. Il y a des véhicules vachement magnifiques. On va commencer avec déjà une Ford GT. Et juste là, il y a une Audi qui a fait Le Mans. Ah, magnifique, une diesel aussi, comme avec la Peugeot de tout à l'heure. C'est vraiment un monstre d'aéro. C'est magnifique. Alors, on a vu 3 LMP1 et là, on voit une hypercar sur le stand Richard Mille, la 499P, triple fois vainqueur des 24 heures du Mans en 3 années de suite. Par exemple, celle-ci, la numéro 51, a gagné en 2023. Eh bien, après avoir vu la 499P, eh ben, je me rends compte que j'ai encore gagné un point, du coup je passe devant papa. Il y a juste devant moi la Porsche 963. Alors c'est la version de la team Jota, mais ça reste un point de gagné. Bon, bah oui. Mauvaise nouvelle. Encore un point pour moi. Encore un point pour papa. Du coup il y a 4-4 quand même, donc je suis quand même pas mal remonté. Et oui, papa me prend un point avec la Ligier Talbot Gitane numéro 25,
Alors c'est exactement la Ligier JS17 du championnat du monde de F1 de 1981-82. Alors il y avait plusieurs pilotes comme Jean-Pierre Jarier, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Tambay, puis Eddie Cheever. Elle était composée d'un moteur Matra V12. Alors juste à côté de la Ligier Talbot Gitane, nous avons une CLK LM. Alors elle fait partie du championnat FIA GT en 1998. Elle a été engagée aux 24 heures du Mans en 1998, mais ce n'est pas celle qui s'est envolée, parce que celle qui s'est envolée, c'est la CLR de 1999. Mais malheureusement pour la Mercedes CLK LM, elle a abandonné très tôt dans les 24 heures du Mans. Alors je ne vous raconte même pas pour la CLR de 1999 qui elle du coup s'est envolée avec Mark Webber au volant, qui s'était déjà envolée une première fois aux 24 heures du Mans en 1955. Mercedes ne reviendra plus en grosse catégorie, sauf en catégorie LM GT3 donc actuellement. Et ça, moi j'adore, c'est une période du Mans que j'adore, la Ferrari 458 Italia GTE. Donc ça, c'est avant les LM GT3 au Mans. C'était les voitures avant, sauf que ça coûtait trop cher. Du coup, ils ont arrêté de faire des GTE et ils ont fait de la LM GT3. Donc en GTE, on retrouve aussi la 911 RSR, une voiture que j'apprécie énormément avec un bruit assez dingue. Alors on continue avec Le Mans, mais cette fois avec la 956B, la version améliorée de la 956, qui a gagné 2 fois au Mans en 1983 et 1984. Par rapport à la 956 normale, elle est plus performante et plus fiable. Alors, à côté de la 956B, nous avons une Bugatti Chiron Sport avec environ 1500 chevaux. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est juste à côté la Aston Martin Vantage de 2013, avec un look assez psychédélique, un peu code-barre, un peu zébré, qui a fait la course des 24 heures du Mans avec la Ferrari qu'on vient juste de voir avant la 956B. Et dans le même stand, on retrouve sûrement une vraie cette fois, une Ford GT40 MK3 de 1966. Cette fois c'est une vraie, papa. Donc on a... Oui, alors ça marche, c'est une GT40 quand même. On a un point chacun du coup, ça fait 5-5. On l'avait déjà vu la GT40. Ah oui, je sais pas si on l'avait noté. Si. Et on continue, alors ça c'est magnifique, une histoire du sport automobile. La Brown GP, très peu de sponsors, mais vainqueur dès la première année en F1. C'est un véhicule assez impressionnant, avec Jenson Button comme pilote et Barrichello. On a une superbe Formule 1. Ah oui, c'était JP. John Player, avec marqué dessus quand même. Ayrton Senna, ça c'est magnifique. Et à côté, une F1, McLaren F1 Longtail, moteur BMW encore. Ça c'est assez impressionnant. Les années là au Mans, c'est génial. À côté de la F1 Longtail, on a une super 911 Singer, préparée Singer. Super belle avec des grosses ailes. Alors ça c'est un véhicule qui ne peut pas rouler en France vu comment il est modifié. Niveau carrosserie, mais c'est magnifique. Sachant que Singer, c'est un carrossier préparateur américain, californien précisément. Alors Singer a été fondé en 2009 à Los Angeles par Rob Dixon. Il s'occupe plus particulièrement des Porsche 911 type 964 produits entre 1989 et 1994. On va juste repasser au 7.2 de pavillon parce qu'on a oublié l'âge d'or des rallyes. On va juste faire ça et après on va aller à côté des voitures aux enchères pour accéder après au pavillon 4 et voir les moins de 30 000. Et voir ce qu'il y a et puis après on aura fini la journée. On vient d'arriver au niveau de l'âge d'or des rallyes. Renault 5, Lancia Martini, Renault 5 de Ragnotti. On va faire les comptes. Oui, on va vérifier justement pour voir si on ne s'est pas gouré ou quoi que ce soit. Il y a une seule Audi Quattro sur tout le salon, alors que l'année dernière on en avait plein. Il n'y a pas gros monde, c'est bien. Alors vas-y.
non, c'est pas moi qui l'ai. Tu l'as pas? Non, c'est toi. Moi, je l'ai pas mis. Ah, tu m'en as parlé alors, mais J'en alors ai je l'ai pas. parlé, mais je l'ai pas mis. Et bah, c'est moi qui ai le point. Putain, c'est moi qui te l'achète. Donc, 6-5. Parce qu'il pensait avoir le point, mais non, c'est moi. Bon, je Est-ce peux que te le c'est- mettre est-ce quand que même. c'est celle de Michel Mouton? Mouton a roulé dessus. Donc, c'est celle de Mouton. Enfin, une de Mouton. Ok. Je trouve ça dommage qu'elle ait pas les couleurs. Enfin, non, si, c'est couleur d'Audi quand même, mais pas celle qu'on voit sur les courses. Des vieilles vidéos d'Audi en rallye en groupe B. Mais elle est magnifique. Alors, cette Audi Quattro a une histoire aussi à elle, car c'est grâce à elle que les 4 roues motrices sont rentrées dans le monde du WRC. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé avec un rendez-vous avec tous les constructeurs qui participaient au championnat du monde de rallye. Et ils ont fait leur réunion, etc. pour expliquer un peu comment ça allait se passer la saison. Et puis, à la fin, Audi avait une idée en tête. Ils avaient déjà créé la Audi Quattro, sauf qu'ils ne savaient pas comment faire accepter les 4 roues motrices. Alors, ils ont attendu la fin de la réunion, que tout le monde se rhabille pour dire juste une petite chose, est-ce qu'on peut rajouter les 4 roues motrices? Et devinez quoi, ça a marché. Et l'Audi Quattro a eu un succès énorme grâce à ces 4 roues motrices dans les années 80 avec comme pilote Walter Roll, Stig Blomqvist et bien sûr Michel Mouton. Alors malheureusement la vidéo s'arrête juste ici parce que j'ai eu un petit problème technique, donc on n'a pas pu voir les moins de 30 000. Alors bon, les moins de 30 000, c'est des véhicules d'occasion hein, qui sont garés très près l'un des autres et puis ils sont à vendre, voilà, moins de 30 000 euros. Et il y avait quelques Porsche, d'autres marques, des vieux véhicules, etc. Voilà. Et puis il y avait aussi quelques brocanteurs qui, eux, vendaient alors soit des petites miniatures, soit des pièces de Porsche par exemple, ou des choses comme ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et puis si vous voulez me suivre sur mes réseaux, ça sera juste dans la description. Et je vous dis ciao ciao. Alors si vous voulez savoir les résultats de notre petit concours entre papa et moi, eh bien j'ai gagné 7-5. Voilà, donc j'ai réussi à faire une petite remontada. Alors j'ai quand même compté la Tyrrell P34 à mon père parce qu'en fait je pensais qu'elle n'allait pas être là et en fait si, elle était là. Alors qu'il l'avait mis dans sa liste. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo, allez je vous laisse.